Bonjour, aujourd'hui Alexandre de Humboldt. Il faut le proclamer hautement. Jamais voyageur n'avait fait accomplir un tel pas à la géographie physique et à toutes les sciences qui en sont voisines. Humboldt est le type accompli du voyageur. Jules Verne. « 2000 ans d'histoire. Dans les malles qu'il ramenait du Nouveau Monde au tout début du XIXe siècle, il n'y avait ni l'or ni les épices à la conquête desquelles étaient partis les conquistadors. Ce qu'Alexandre de Humboldt avait découvert en Amérique du Sud, ce qu'il était parti y chercher, était encore plus précieux. C'était la première description scientifique de la population, du relief, des fleuves, de la faune et de la flore de ce continent que l'on s'était contenté jusque-là de piller. Et c'est bien la raison pour laquelle, 3 siècles après Christophe Colomb, Alexandre de Humboldt méritait d'être appelé le second découvreur de l'Amérique. Une Amérique qui fut aussi pour lui la source d'une réflexion sur l'homme et sur la nature qui font de ce savant allemand un précurseur de l'écologie. Il n'est donc pas étonnant qu'un glacier du Groenland, qu'un courant du Pacifique, que des montagnes en Chine et même une mer sur la Lune portent le nom d'Alexandre de Humboldt. Il est vrai que comme nos astronautes d'aujourd'hui, en quittant l'Europe pour l'Amérique du Sud en 1799, il avait d'autres objectifs que les conquistadors qui l'avaient précédé. Je collecterai des plantes et des animaux. J'analyserai des phénomènes physiques tels que les températures, le magnétisme et l'électricité de l'atmosphère. Je calculerai des longueurs et des largeurs, mesurerai des montagnes, mais tout cela n'est pas, à proprement parler, l'objectif majeur de mon voyage. Ce que j'aimerais surtout, c'est approfondir les corrélations et imbrications des forces naturelles. Jean-Marie Pelt, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard un livre dont je trouve le titre très beau, La cannelle et le panda. Et c'est un livre sur les grands naturalistes et explorateurs autour du monde. Alors évidemment, on y trouve des noms comme ceux de Jussieu, de Buffon, de Darwin. Et puis le nom de celui dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, Alexandre de Humboldt. Alors c'est vrai que quand on parle, et c'est ce qui rend votre livre intéressant, quand on parle de grandes découvertes, on pense d'abord aux grands navigateurs, aux grands conquérants, et plus rarement à ces grands scientifiques qui ont vraiment découvert les pays qui avaient été abordés avant eux. Oui, ils sont un peu dans un trou de l'histoire, n'est-ce pas ? L'histoire, c'est les rois, les batailles, les traités, les territoires. Ici, nous sommes dans l'histoire naturelle. Et ces grands naturalistes sont ceux qui, effectivement, ont construit l'histoire naturelle et ont fait que nous avons à notre disposition les plantes et les animaux de toute la Terre, à peu près partout actuellement disponibles, que nous pouvons les voir, les toucher, les cultiver dans nos jardins. Ils ont donc acquis, à nos yeux, un mérite considérable, mais on ne les connaît pas. On ne sait pas qui les a. On connaît tout au plus des noms de rues à Paris ou des noms de métro. Qui sait que Daubenton, qui a une station de métro à son nom, a été un collaborateur de Buffon? Plus personne, naturellement. Qui sait même qui est Buffon? De Jussieu, oui, Jussieu. et des Jussieu. Il reste la fac de Jussieu, qui n'est pas d'ailleurs un monument extraordinaire, mais on ne sait plus qui était Jussieu. Alors on en parlera sûrement, et avec vous j'espère un jour, mais revenons à Humboldt, un homme, un Allemand, né en 1769, l'année de naissance de Napoléon, à Berlin, Humboldt, et d'une famille qui d'ailleurs aura donné, à 2 ans près, 2 célèbres personnages, Alexandre de Humboldt, mais aussi Guillaume de Humboldt, qui sera le père de la faculté de l'université de Berlin, et qui était un grand linguiste. Absolument, et quand Napoléon a voulu réformer l'université française, il a envoyé son ministre Fondane chez Humboldt, Guillaume, pas Alexandre, mais Guillaume, pour s'instruire sur la manière dont on fabrique une université. Donc nous avons beaucoup de liens avec les Humboldt, frères et frères. Et qui avait aussi très tôt rencontré Goethe, qui était un ami de la famille. Qui était un ami de la famille et qui a eu beaucoup d'influence sur lui.
Je crois que c'était deux personnages à dimension tout à fait exceptionnelle, qui avaient la même vision globale des choses, qui ne disséquaient pas comme le faisait Descartes, mais qui avaient des visions de synthèse. Et c'est ce qui fait la force de ces deux grands personnages. Goethe, dont on oublie d'ailleurs qu'il était aussi naturaliste et botaniste. Oui, exactement. Bien sûr. Alors, en tout cas, très tôt, Alexandre de Humboldt, lui, a l'idée de voyage. Il en rêve depuis longtemps. Il mettra quand même 30 ans avant de réaliser ce rêve. Il est un peu contrarié par sa mère qui veut faire de lui quelqu'un qui va, ce qu'on appellerait aujourd'hui chez nous l'école des mines. Il fasse une belle carrière d'ingénieur. Une belle carrière d'ingénieur. Sa mère meurt en 1796 et il hérite d'un bel héritage qui lui permettra de réaliser son rêve. Voilà. Et son rêve, c'est déjà d'être à Paris, parce qu'il est séduit par les Lumières, parce qu'il est séduit par le départ de la Révolution française, parce qu'il est là à la fête de la Fédération sur le Champ de Mars, parce qu'il est un homme des droits de l'homme, et qu'il va, pendant toute sa vie, défendre ses idées nouvelles, qui sont déjà en gestation dans la Prusse de l'époque, et qu'il va défendre chez les Indiens, précisément, c'est-à-dire de l'autre côté du monde. Alors on le verra justement, enfin ce rêve de départ, d'abord il l'envisage, d'abord il rencontre à Paris, il faut le rappeler quand même, quelqu'un qui est associé à son destin et à son aventure, c'est Aimé Bonpland, qui est un botaniste qui va partir avec lui en Amérique latine. Bien nommé Bonpland, voilà. pour un botaniste ça tombe bien. Et avec lequel il envisageait d'abord de rejoindre Bonaparte en Égypte, voilà, ça n'a pas pu se faire. Ça ne s'est pas fait. Et puis il part en Amérique latine. Et alors comme il a quand même un nom, il réussit à avoir les autorisations espagnoles, parce que pour partir en Amérique latine, il faut passer par l'Espagne. Toute l'Amérique, sauf la partie portugaise, appartient à l'Espagne. Donc il obtient du roi d'Espagne les autorisations nécessaires, et il s'embarque en 1799, donc il y a 200 ans, c'est son bicentenaire. Oui. Et il arrive donc en Amérique, au Venezuela, le 17 juillet 1799. Écoutez l'enthousiasme de Humboldt arrivant à Cumaná, non loin de Caracas, l'extrait d'un documentaire de Arte consacré en juin dernier à Humboldt. Une forêt prodigieuse s'étendait à nos pieds. La cime des arbres, enrubannée de lianes et couronnée de fleurs en bouquet, formait un immense tapis vert. Ce spectacle nous fascina. Nous découvrions la flore des tropiques, dans toute son opulence. Nous voici dans le pays le plus divin qui soit, avec la végétation la plus luxuriante qui soit. Alors Humboldt découvre donc ce continent qu'il va parcourir pendant 5 ans. 5 ans. C'est d'abord l'émerveillement. Ouais. C'est d'abord l'émerveillement et ensuite c'est la difficulté du terrain. D'un terrain extrêmement inabordable qui est la grande plaine des Llanos, une plaine inondée qu'il faut traverser pour rejoindre l'Orénoque, parce qu'il veut remonter l'Orénoque, et il voudrait éclaircir un point sur lequel les géographes de son époque ne sont pas d'accord. On disait qu'il y avait un bras d'eau qui reliait l'Orénoque, qui se jette au nord dans la mer des Caraïbes, avec le Rio Negro qui se jette dans l'Amazone. Et on n'était pas d'accord sur ce point, il a voulu vérifier, et il s'est embarqué dans des conditions extrêmement difficiles sur ce bras d'eau qui s'appelle le Cassiquiare, qu'il a remonté à partir du Rio Negro, et il est effectivement arrivé sur l'Orénoque. Et alors, ça a duré 3 mois, il a été boulotté par les moustiques, c'était l'enfer vert, c'était le vrai enfer vert tel qu'on l'imagine dans la cosmographie des zones tropicales. Mais surtout cette découverte d'un affluent qui se jette finalement dans 2 fleuves. Oui. Moi, j'ignorais que ça pouvait exister. C'est un canal naturel, mais on croyait que c'était impossible. Et c'est unique au monde. Oui. Ça n'existe pas ailleurs. En fait, c'est l'Orénoque déverse une partie de son eau dans cette voie naturelle qui rejoint le Rio Negro. Alors c'est là qu'il découvre donc, vous le dites, des moustiques, des jaguars, des vipères sautantes. Oui, c'est terrible. Ils ne peuvent pas camper, ils ne peuvent pas monter un camp. Ils sont obligés de rester sur le bateau parce que il y a des joncs et des plantes aquatiques qui viennent jusqu'au centre du Cassiquiare et auxquels il faut essayer d'éviter de s'accrocher. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et puis, on a refait ce voyage il y a 30 ans, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de missionnaires, il n'y a personne. C'est une des régions les plus vides du monde et totalement inaccessible. Et pas très loin quand même, il découvre pas seulement les abeilles au miel empoisonné, comme vous le dites, mais il découvre aussi un poison qui est le curare, que préparent pour lui les Indiens. Que préparent pour lui les Indiens, ce qui ne s'était jamais produit parce que pas beaucoup, mais quelques explorateurs avant lui avaient essayé de percer le secret de la composition de ces curares.
Et c'est lui qui arrive à connaître les plantes qu'on utilise pour faire ce poison de flèche que les conquistadors redoutaient au-delà de tout, parce que c'était ce qu'ils appelaient la mort volante. Donc, une flèche, ça ne fait pas un coup de fusil, on n'entend rien, on reçoit une flèche, et peu à peu, on est paralysé, la respiration s'arrête, la lucidité demeure, et on meurt lucide dans un corps mort. C'est épouvantable. Alors Jean-Marie Pelt, Humboldt ne s'intéresse pas seulement aux plantes, mais aussi à la population, qui a inspiré à cet Allemand des réflexions nouvelles pour son temps et très actuelles aujourd'hui. Écoutez. D'aucuns disent qu'il faut éduquer sévèrement le sauvage comme un enfant. C'est une bien mauvaise comparaison. Les Indiens de l'Orénoque ont quelque chose d'enfantin dans l'expression de leur joie, dans leur saute d'humeur, mais ce ne sont en aucun cas de grands enfants. En revendiquant l'unité du genre humain, nous nions toute hypothèse de race supérieure et inférieure. Il existe des ethnies plus souples, plus cultivées, plus raffinées, grâce à leur culture intellectuelle. Mais il n'existe pas d'ethnie plus noble que les autres. Toutes sont, par principe, faites pour la liberté. C'est une réflexion qui dépasse très largement le travail de naturaliste, Jean-Marie Pelt. Là, on sent un homme pénétré par les idées de la Révolution française. Absolument, c'est un homme de son temps qui est en fait très en avance sur son temps, car les idées de la Révolution française sont des idées qui sont en avance sur leur temps, puisqu'elles ne sont pas encore complètement rentrées dans toutes les têtes que l'on trouve à la surface de la Terre. Alors après avoir parcouru l'Orénoque et puis tout le Venezuela, Humboldt et Bonpland font un bref passage à Cuba et repartent en Amérique du Sud pour ce qui fut sans doute la plus difficile de leurs épreuves, la traversée des Andes. On en parle tout de suite. France Inter, du 1000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. C'était une musique andine du groupe Inti Illimani, Alturas, les hauteurs. Alors, je l'ai pas choisi par hasard, cette musique, parce que c'est vrai qu'un des épisodes les plus inouïs de la traversée de l'Amérique du Sud par Bonpland, Jean-Marie Pelt, c'est quand ils arrivent dans les Andes, dans l'Équateur, et là, ces deux hommes, qui sont des botanistes, qui sont des géographes, se transforment en alpinistes. Et ils grimpent le Chimborazo, qui est le plus haut volcan de l'Amérique du Sud. Ils n'atteignent pas cependant le sommet parce qu'à 200 mètres du sommet, il y a une faille redoutable dans laquelle ils ne peuvent pas s'insinuer, mais ils deviennent les hommes les plus hauts du monde. Oui, parce que je croyais qu'à l'époque, on croyait même que le Chimborazo était le sommet du monde. L'Everest n'était pas connu. C'était considéré comme le sommet du monde, absolument. Ouais. Et ils étaient par conséquent ceux qui avaient été le plus haut, et ils étaient devenus les hommes les plus hauts du monde, effectivement. Alors le but de l'opération, c'était pas seulement de l'alpinisme, c'était de voir comment la végétation change au fur et à mesure qu'on s'élève en hauteur. Et il a eu cette intuition absolument géniale de constater que lorsqu'on monte en altitude, la végétation se modifie à partir du pied du volcan où elle est tropicale jusqu'au sommet où elle est quasi boréale, exactement comme elle se modifie quand on se déplace en latitude.
c'est-à-dire lorsqu'on va de l'équateur vers les pôles. Il a fait cette comparaison et il est devenu à ce titre le père de la biogéographie. Et donc il accumule, d'ailleurs il a accumulé depuis des années des quantités d'échantillons de plantes qu'il va ramener en Europe. On est en 1804 à ce moment-là. À la fin de son périple, il passe d'ailleurs par les États-Unis, parce qu'il est devenu célèbre déjà. Un triomphe. Il est invité par le président des États-Unis de l'époque, Jefferson. Voilà. Et il a vraiment un triomphe à Washington. Et on dit de lui, alors, à son retour en Europe, qu'il est l'homme le plus célèbre de son temps. Eh bien justement, écoutez les réactions enthousiastes des contemporains de Humboldt en Europe, la revue de texte Stéphanie Duncan. Et toute sa vie, Humboldt, cet homme universel, est resté l'ami de Goethe, lui-même écrivain et homme de science. « Alexandre von Humboldt a passé quelques heures ce matin avec moi », écrit-il à un ami. Quel homme! Je le connais depuis fort longtemps, et de nouveau, cependant, il m'étonne. Quel que soit le sujet que l'on touche, il lui est familier, et on le voit toujours prêt à vous combler des trésors de son esprit. C'est comme une fontaine. Il suffit de mettre dessous un récipient, et la fontaine continue de verser son flot rafraîchissant, inépuisable. Humboldt, c'est vrai, est plein d'esprit, et c'est un bavard intarissable. Ce qui, dans les salons parisiens, a l'art d'exaspérer le sombre Sainte-Beuve. Comme on le respecte beaucoup, dit-il, on attend qu'il ait fini pour glisser un mot, mais il a trouvé l'art de ne jamais finir. Car, ayant respiré en hâte au milieu d'une parenthèse, il repart et court de plus belle, si bien que la parole lui reste toujours. Alors, c'est justement dans un salon parisien qu'il fait la connaissance de Simon Bolivar, futur libérateur de l'Amérique latine. Et celui-ci voue une grande admiration à Humboldt. C'est lui, dit-il, qui a véritablement découvert le Nouveau Monde. Sa sagesse a plus donné à l'Amérique que ne l'ont fait tous les conquistadors réunis. Alors Humboldt, qui adorait la France et sa révolution, fera tout pour se faire aimer de Napoléon Ier. En vain, celui-ci le soupçonne d'espionnage pour le compte de la Prusse et tentera même de l'expulser. En novembre 1804, à Paris, Humboldt est présenté à l'empereur dans un salon et l'empereur lui lance à la figure « Ah, vous vous occupez de botanique. Ma femme aussi s'occupe des plantes. » Alors, une mésaventure qui, heureusement pour nous, les Français, ne le dégoûtera pas de Paris. En 1824, le jeune savant Boussingault s'apprête à partir pour une expédition en Colombie. Et il vient demander des conseils au vieux maître qui habite quai Napoléon. Ça ne s'invente pas. Je m'attendais à trouver le chambellan du roi de Prusse, c'était son titre, à Humboldt. Je m'attendais à le trouver dans un splendide appartement. Mon étonnement fut grand quand j'entrai chez le célèbre voyageur. Dans la pièce où il travaillait, 4 chaises en paille, une grande table en sapin, couverte de calculs numériques et de logarithmes. Lorsque la table était remplie de chiffres, il faisait venir un menuisier pour la raboter. Alors, l'accueil du maître est très chaleureux pour le jeune homme. Il me fit présent de plusieurs instruments dont il s'était servi en Amérique, précieuses reliques dont je tirais le plus grand parti. Et Boussingault nous le décrit physiquement. Humboldt avait alors 55 ans. Taille moyenne, bien prise, cheveux blancs, regard indéfinissable, physionomie mobile, spirituelle, marquée de quelques grains de petite vérole, maladie contractée à Carthagène des Indes. Son bras droit était paralysé des suites d'un rhumatisme, gagné en couchant sur les feuilles mouillées des forêts des bords de l'Orénoque. Humboldt me témoigna une vive amitié qu'il me conserva jusqu'à sa mort. C'est amusant ces textes enthousiastes sur Humboldt. Je rappelle que Napoléon donc s'entendait mal avec lui, mais je crois que Bonpland ensuite a travaillé pour Joséphine de Beauharnais. Il s'est occupé effectivement. Ça a été la deuxième étape de la carrière de Bonpland. Oui. Car Bonpland était, disons, le botaniste de l'expédition. Humboldt était le naturaliste. Il englobait tous les domaines, y compris les hommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bonpland, c'était l'homme des plantes. Et il a été, effectivement, le jardinier de la Malmaison. Et puis alors, Joséphine de Beauharnais est repartie répudiée. Et lui avait gardé vraiment la nostalgie de l'Amérique latine. Et il est reparti. Et il est reparti en Argentine. Et il est reparti pour faire fortune. Et il voulait faire fortune en plantant le maté, qui est le thé sud-américain, très, très utilisé là-bas, mais très peu connu encore en Europe. Il pensait le faire connaître en Europe et faire ainsi une immense fortune. Mais il lui est arrivé des histoires extraordinaires. Il a été kidnappé par un dictateur... il s'appelait Francia. Qui s'appelait Francia, du Paraguay. Il a été enfermé dans une ferme du Paraguay. Le dictateur lui a dit de cultiver du maté pour le Paraguay et pas pour lui. Alors là, vous parliez de Bonpland, mais ce qui est étonnant, c'est que Humboldt, lui, est resté en France pendant 20 ans. Il n'est pas allé en Allemagne. Non, il est resté très longtemps. Il est resté en France. Très longtemps en France. Et il a fait encore un voyage en Sibérie après.
pour le compte Oui. du tsar Là, pendant 6 mois. Et c'est en France surtout qu'il a, à ce moment-là, publié le compte-rendu de son voyage, 34 volumes, Voilà. c'est extrêmement précieux. Reprochant d'ailleurs à Bonpland de ne pas publier ses travaux de botanique, lui a publié ses travaux à lui. Et il a eu une production littéraire colossale. Enfin, c'est de l'ordre de l'histoire naturelle de Buffon. Ça fait des planches Magnifiques d'ailleurs, elles sont très belles. superbes, oui, et de longs rayonnages dans les bibliothèques. Alors il nous a légué peut-être aussi autre chose que des plantes ou des animaux. Il était d'ailleurs beaucoup plus qu'un simple collectionneur de plantes exotiques. Je crois qu'il d'ailleurs il méprisait un petit peu ce qu'il appelait les misérables archivistes de la nature. Oui, Hein oui. Mais en fait, ce que nous a laissé ou légué Humboldt, c'est peut-être aussi et surtout, et ce qu'il a rendu célèbre, une réflexion sur la nature, ce qui fait de lui peut-être un précurseur de l'écologie. Écoutez ce dernier et très bref extrait du documentaire d'Arte. La perception de la nature doit être globale, vaste, libre, et non pas rétrécie par la notion d'utilité. Il faut que l'être humain puisse vivre dans la nature la liberté à laquelle il est prédestiné. Ça, c'est extraordinaire, c'est au début du 19e siècle. Oui. Or, c'est un discours que pourrait très bien tenir un écologiste aujourd'hui. Oui, mais c'est le vrai fondateur de l'écologie. Moi, je l'ai toujours considéré depuis très longtemps, depuis que je connais son œuvre. Celle-ci, je la connaissais bien. Dans La Cannelle et le Panda, il y a des auteurs que j'ai découverts en écrivant le bouquin, mais lui, je le connaissais. Et c'est le véritable fondateur de l'écologie pour 2 raisons. La première, c'est qu'il avait cette idée des interrelations multiples et subtiles entre tous les êtres vivants et leur milieu, ce qui est la définition de l'écologie telle qu'elle a été donnée en 1866 par un autre Allemand qui était Haeckel, et aussi parce qu'il avait ce sens de la gratuité de la nature. C'était très important chez Humboldt, de la gratuité de la science. Aujourd'hui, nous avons une science qui est sous influence économique. Il avait une vision d'une science entièrement libre, et c'était une manière de voir que je crois l'écologie peut aider aujourd'hui à retrouver. Parce que c'est une manière de voir qui a peut-être aussi disparu après Humboldt. Vous dites aussi dans votre livre qu'au fond, c'était un des derniers grands voyages scientifiques et qu'après, au fond, ce que l'on va chercher outre-mer, dans ce qui s'appellera ou ce qui s'appelle déjà des colonies, eh bien c'est autre chose. C'est plus effectivement un retour à l'exploitation telle que la concevaient les conquistadors. L'intérêt va de nouveau reprendre le dessus peu à peu. Malgré quelques voyages très, très libres dans le sens d'Humboldt comme celui de Darwin par exemple, mais peu à peu l'intérêt va reprendre le dessus et on va voir des expéditions qui ont pour but de ramener effectivement des plantes ornementales, mais sans les breveter. Tous ces collègues, si je puis dire, explorateurs et naturalistes n'ont pas essayé de profiter financièrement de leur découverte. L'idée de breveter le vivant, c'est une idée moderne, très mauvaise idée, mais qui est toute récente. C'est une idée moderne, Jean-Marie Pelt, mais est-ce que les travaux de Humboldt, publiés au début du XIXe siècle, présentent encore un intérêt aujourd'hui ? Oui, je pense qu'ils présentent l'immense intérêt d'être les travaux fondateurs en ce qui nous concerne et en ce qui concerne l'écologie, de la biogéographie. C'est-à-dire que quand on étudie la répartition des végétaux, la manière dont ils forment ensemble des formations particulières, on ne peut pas ne pas se référer à Humboldt, qui est le père de la discipline. Et qui est un fondateur de discipline. Et qui est mort très âgé, 90 ans. Très âgé. Ça n'a pas ruiné la santé, son voyage en Amérique latine. Non, pas du tout. Il a assisté à la mort de son frère. Il était présent à la mort de son frère. Guillaume, qu'il a pris dans ses bras morts. Et puis, il était alors, dans son esprit, prêt à partir lui aussi. Mais il a survécu encore, je crois, 20-25 ans. Quelque chose comme ça. Il est finalement mort très, très vieux. Et il a survécu grâce à vous, donc, et sur France Inter. Pour nos auditeurs, merci de nous avoir rappelé, Jean-Marie Pelt, l'histoire donc de Humboldt. Vous le faites aussi dans La Cannelle et le Panda, un livre sur les grands naturalistes explorateurs autour du monde, publié chez Fayard. À lire également Les grands explorateurs, un très beau livre, magnifiquement illustré, de Paolo Novaresio, publié chez Grund. Également à lire Humboldt, l'explorateur de Pierre Gascard, publié aux éditions Gallimard. Enfin, dans la collection La mémoire de l'humanité, aux éditions Larousse, un ouvrage consacré aux grands explorateurs. Vous avez pu entendre les extraits d'un documentaire diffusé sur Arte, le 30 juin 1999, Alexander von Humboldt, le savant voyageur.
Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet en consultant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, et puis retrouver la bibliographie de l'émission en contactant aussi le service des relations avec les auditeurs, le 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Christian Buton et Jean-Philippe Jeanne. Documentation, Elsa Boublil et Christila Villarcan. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.